Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est vendredi, ça fait toujours plaisir le le vendredi. Le week-end s'annonce. Donc je m'appelle, Stanley, je suis responsable, marketing et produits, chez, Justifit. Pour une petite présentation de Justifit dans le contexte, de cette présentation sur le legal design. Donc Justifit a pour vocation d'optimiser la communication et la visibilité des avocats à travers plusieurs choses, donc l'apport de contacts de justiciables, des demandes de rendez-vous, sur, vos agendas, la rédaction d'articles, optimisés pour le SEO, dont les avocats peuvent réviser et peuvent devenir, co-auteurs, et aussi à travers la formation, à travers des formations sur, justement, la communication, sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on pense que les avocats sont de très bons, pour la plupart, sont très compétents dans leur domaine, mais ont certains manques, sur, justement, la communication, le marketing, et cetera, et c'est pour ça que Justifit est amené à se transformer dans ce sens. Voilà, et aussi on lance une communauté d'échange entre les avocats. Donc ça se concrétise par un groupe Facebook, on vous enverra le lien, et dedans, vous y trouverez les meilleures pratiques, pour, optimiser, votre communication, votre production auprès de vos clients, entre autres. Donc ravi de vous accueillir, Romain, et Thibaut. Je vais les introduire, rapidement. Donc Romain était un ancien avocat, il a pratiqué le legal design quand il est passé en start-up, hein, il l'a fait par nécessité. Aujourd'hui, c'est devenu un grand spécialiste dans cette, matière. Voilà, tu interviens auprès des avocats, des services juridiques, des éditeurs juridiques. Toi et Thibaut, vous avez des formations, avec l'EFB, notamment le lab EFB, et Tout à donc fait. chaque année, vous formez près de 2 000 élèves avocats. Donc c'est une question que vous connaissez bien, et c'est intéressant que justement, toi, Romain, tu aies cette, formation d'être un ancien, avocat. Voilà, Thibaut est entrepreneur, c'est lui qui a cofondé, SideQuest, et donc il a travaillé plusieurs années dans le secteur public et privé, et c'est aussi un spécialiste du legal design et du web marketing en général. Donc ça correspond, voilà, tout à fait aussi à ce qu'on propose, à nos avocats. Donc sans plus attendre, je vais vous poser une première question, tout simple, qui est simple en apparence, mais qui est compliquée. Qu'est-ce que le legal design? C'est vrai qu'on a des a priori, on a tous des a priori. Est-ce que c'est, des infographies? Est-ce que c'est, des emojis? Est-ce que c'est une, manière d'être, une manière de penser? Voilà, je vous laisse, répondre déjà à cette, 1re question, et comme vous êtes 2, je vais intervenir peu. Très bien. Thibaut, je te laisse démarrer. Bien sûr, ok. Déjà, merci beaucoup Stanley pour Alors, l'accueil, pour l'invitation. pardon, je te donne juste le contrôle, Thibaut. Ouais, Excuse-moi. pas de problème. Est-ce qu'on peut commencer à diffuser? Bon, en tout cas, merci pour... j'accepte le contrôle, très bien. Merci pour l'accueil, merci pour l'organisation. Bonjour à tous et à toutes. Bon, qu'est-ce que le legal design? C'est une question qu'on va essayer d'aborder au cours de l'heure qui vient. Mais pour commencer, voilà, est-ce que le legal design, c'est des emojis et des dessins et des schémas? Ça peut, mais ce n'est pas du tout que ça. Moi, le legal design, si je dois le résumer en une phrase très très simple, le legal design, ça veut dire apprendre une méthode qui nous permet de placer les problématiques de son client au centre de sa production juridique. C'est un petit peu une nouvelle méthode de travail qui va venir se superposer à votre expertise juridique, tout simplement pour améliorer l'expérience de votre client, mais aussi pour améliorer votre efficacité et la qualité de votre production. Romain, en une phrase, comment tu définirais le legal design? C'est exactement ça. C'est une méthode pour améliorer la façon dont on fait du droit, dont on produit des documents.
Donc, de temps en temps, ça va amener à dire, ah bah tiens, ce serait pas mal de rajouter des visuels, mais c'est vraiment une erreur de dire que le legal design nécessite de mettre des visuels, enfin implique de mettre des visuels, parce que c'est pas le cas. Ça implique surtout de réfléchir, comme disait Thibaut, à l'usage que va faire le client du conseil qu'on va lui donner, et du coup d'optimiser, de fournir ce conseil dans la forme qui va le plus facilement lui être utile. Je vais commencer juste par un exemple, mais c'est très bête, mais quand on écrit une consultation, quand on écrit une consultation pour un client qui est dans un service juridique, dans une boîte, en fait, on l'écrit rarement pour son client. On l'écrit le plus souvent pour le boss de son client. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes conseils et le même ton qu'on doit aborder si on l'écrit pour son client qui nous a posé une question ou si on l'écrit pour le boss de son client à qui il doit reporter et tenir un certain discours. Donc voilà, ça va être ce genre de choses. Ça va être le legal design, ça peut tomber sur des choses hyper concrètes comme on n'envoie pas un mail pour info. Pourquoi? Parce que dans ce que la façon dont l'utilisateur va vivre la réception du mail ou va vivre l'expérience client, recevoir un mail pour info de son avocat, ça n'a aucun sens et c'est plus vu comme une contrainte. Donc en fait, c'est une méthode globale, mais qui va se décliner dans plein de petites applications concrètes qui vont du plan qu'il faut adopter dans une consultation, aux arguments qu'il faut sortir dans un conseil, à la façon de traiter des conclusions ou de monter un contrat. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors évidemment, dans le temps imparti qui est d'une heure, on ne pourra pas tout vous expliquer, tout vous montrer, mais je pense qu'à la fin, vous aurez déjà une idée un petit peu plus claire de ce que représente le legal design et de ce qu'il peut vous apporter dans votre production juridique. Donc voilà, on va passer, notre présentation a été très bien faite par Stanley. Juste ce qui nous a amené à collaborer, Romain et moi, c'est que nous avons produit ensemble une formation justement en legal design, en e-learning. On a fait ça l'an dernier et qui a reçu vraiment beaucoup de succès. On est très content. On vient même de tourner la suite cet été à la demande de pas mal des apprenants. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour se lancer des fleurs, c'est que c'est un sujet qui en tout cas intéresse, interpelle, et c'est parce que c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé, qui est souvent mis en avant, et c'est un petit peu naturel d'arriver à le résumer finalement à du visuel ou à des pictogrammes ou à des schémas, parce que c'est un sujet qui est encore assez peu expliqué. Donc on n'en voit que les contours un petit peu grossiers, mais il devient véritablement intéressant quand on se plonge dans son essence même, et c'est pour ça qu'on va essayer de faire ça un petit peu avec vous aujourd'hui. Donc, sous forme d'introduction, on vous parlera un petit peu de l'origine, de l'histoire du legal design et de ses composantes pour vous situer un petit peu le sujet, parce que voilà, la théorie est aussi importante pour se mettre dans le bon état d'esprit. Ensuite, on va vous montrer certaines opportunités en termes d'expérience client. Donc là, voilà, on ne pourra pas tout vous montrer, mais on a choisi de vous montrer quelques scénarios, quelques use cases, si je puis dire, de matière ou de support sur lequel le legal design peut s'appliquer dans la vie de l'avocat. Et enfin, on abordera rapidement le fait que le legal design peut s'utiliser en termes de communication pour votre visibilité, pour votre fidélisation, pour se distinguer de la clientèle. C'est l'usage qui en est le plus visible à l'heure actuelle. Et on vous expliquera qu'est-ce qu'il peut apporter, mais pourquoi cela nécessite aussi d'avoir une réflexion un petit peu plus profonde et stratégique. Donc le legal design, c'est une notion qui est assez récente. Comme on vous l'a dit, c'est souvent réduit à l'idée qu'on veut exprimer du droit en dessin, alors que c'est tout sauf dénaturer le droit. Le legal design, c'est au contraire, je dirais, même enrichir le droit, le rendre plus accessible. Et c'est tout simplement l'application de méthodes du design thinking. On va vous expliquer ce que c'est à la profession et aux professions juridiques. Le design thinking, c'est quelque chose qui a touché de très nombreux secteurs et ça finit par toucher maintenant le droit. Et c'est rien de plus que ça finalement le legal design. Et concrètement, il repose sur 5 piliers qu'on va vous présenter et qui permettront d'introduire nos applications. On ne va pas s'éterniser trop longtemps sur l'histoire du legal design. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une notion qui est récente. Le terme de legal design est apparu en 2013 aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça passe un petit peu son temps avant que ça rentre dans les usages professionnels.
C'est pour ça que maintenant on en parle de plus en plus. Les premières initiatives de legal design, finalement, ce ne sont pas des juristes qui les ont lancées, ce sont plutôt des designers ou des artistes qui se sont essayés à se saisir de la matière juridique en essayant de finalement la rendre un petit peu plus accessible aux concitoyens. Et un bon exemple de legal design, et un des premiers exemples frappants de legal design, c'est ce guide Vendor Power, qui est en fait un guide qui a été produit à New York à l'initiative d'un centre qui s'appelle le Centre pour la pédagogie urbaine, et qui simplement a tiré un constat d'une problématique. Il y a énormément de vendeurs de rue à New York, il y a énormément de règles d'urbanisme très complexes à respecter par ces vendeurs, et la plupart ne sont pas au courant de leurs droits ou ne comprennent pas leurs droits, ce qui fait que voilà, ça engendre des verbalisations, des contentieux, et peut-être que tout ça, on pourrait le prendre un petit peu en amont pour éviter ces conséquences fâcheuses. Et c'est un petit peu ce qu'ils se sont donné pour défi de faire, et ils ont du coup traduit un petit peu ce droit complexe, traduit un peu toutes les choses que la police reprochait aux vendeurs sous la forme d'un guide. Pourquoi un guide? Parce qu'ils l'avaient à portée de main, parce que c'était pratique, parce qu'ils ont pu le traduire dans plusieurs langues. De mémoire, il était voilà, au moins 7 ou 8 langues, il y avait français, anglais, chinois, bengali, espagnol, euh, parce que ça reflétait toute la diversité des vendeurs. Et ce guide a donc été distribué gratuitement à de très nombreux vendeurs dans New York, et ça a été un succès. Il y a eu une forte limitation des infractions dans les mois qui ont suivi. Les universitaires se sont donc ensuite vraiment intéressés à la matière, et c'est Margaret Hagan, toute personne qui s'intéresse un petit peu au legal design a entendu parler de Madame Hagan, qui est souvent surnommée la papesse du legal design, qui, à Stanford, a vraiment commencé à théoriser et à donner des cours à des professionnels du droit et à des étudiants en droit qui utilisaient et qui appliquaient le design. Et c'est comme ça qu'est né vraiment du coup le concept de legal design pour faire des services juridiques plus ergonomiques, des services juridiques plus attrayants. Et désormais, voilà, on a mis un petit extrait du RGPD parce que le legal design, finalement, c'est maintenant un véritable enjeu technique et un véritable enjeu légal, parce que maintenant, il est explicitement spécifié ici, par exemple, que les politiques de gestion des données personnelles que les entreprises proposent aux usagers se doivent d'être claires et complètes. Et tout ça, c'est un enjeu de design, finalement. Et on en parlait avec Romain hier par téléphone, il y a même une initiative extrêmement récente, il me semble, de réforme de la procédure civile qui commence à Ouais. préconiser une approche legal design, c'est-à-dire une approche d'accessibilité, de simplification, en tout cas de vulgarisation de concepts très complexes. Oui, tout à fait. Il y a le ministère de la Justice qui commence à réfléchir à mettre des indications sur la clarté des consultations. C'est une participante à un webinaire qui m'a transmis l'info, une note interne sur justement modifier le code de procédure civile pour qu'on donne plus d'indications aux avocats pour qu'ils fassent des conclusions, excusez-moi, plus claires. Mais juste, je vais me permettre un truc. Ce qui est important là dans cette historique, c'est deux choses. Ce qui est important, c'est deux choses. C'est de constater que le legal design, ce ne sont pas des juristes qui ont commencé à faire du design dans le droit, ce sont des designers qui ont pris la matière juridique et qui ont appliqué leur savoir-faire à cette matière. Donc ça, déjà, c'est le premier truc qui est intéressant, c'est que ça veut dire que le legal design, il faut maintenant se le réapproprier en tant que juriste. Et la deuxième chose, c'est quand on vous montre que au niveau du RGPD en 2015, la clarté avec tout ce qu'il y a de subjectif dedans, ce qui est clair, la clarté maintenant, c'est-à-dire le design, l'accessibilité de l'info fait partie de la validité juridique du document. C'est-à-dire que la loi exige que le document soit bien designé pour qu'il soit valable au regard de la loi. Ça veut dire un truc, ça veut dire que maintenant, dans la prestation juridique que vous faites au profit de vos clients, le design fait partie, non pas d'un surplus, d'une décoration, d'une cerise sur le gâteau, mais il fait partie de la prestation elle-même parce que votre client, vous pouvez lui faire les politiques de confidentialité. Maintenant, cette obligation, elle s'est étendue au CGV de consommateurs et, il me semble bien, depuis 2019, au CGV entre professionnels. Donc, ça veut dire sur ces prestations-là, si vous faites un document juridiquement parfait, mais qui n'est pas clair, il est contraire à la loi. Donc, vous avez mal fait votre travail. Donc, maintenant, ça commence à intégrer la profession juridique. Et il suffirait qu'il y ait un courant jurisprudentiel qui applique
cette exigence de clarté à d'autres documents juridiques en disant non, mais il y a une autre condition de validité ou de force obligatoire, c'est que le document soit clair et accessible, pour que dorénavant, le legal design soit complètement une pratique à intégrer dans sa prestation, c'est-à-dire comme une contrainte technique à marier avec la sécurité juridique, et qui ne serait pas une plus-value juste comme ça, mais juste le cœur de ce que vous vendez. Et vous allez le voir, le legal design, c'est pas non plus une révolution, c'est aussi extrêmement, c'est beaucoup de bon sens en fait, et c'est beaucoup de choses que vous faites déjà au quotidien, sauf que le legal design théorise un petit peu ces petits conseils et justement vont vous permettre d'éviter certains écueils classiques et vous permettre d'améliorer la clarté et la présentation de votre production juridique, parce que finalement, en tout cas, voilà, moi, dans mes études de droit et dans ma pratique en tant que juriste, on m'a appris énormément de choses en termes de réflexion juridique, en termes de synthèse, et j'en suis extrêmement satisfait. Mais c'est vrai qu'à part certains professionnels qui, eux, m'ont été d'une très grande aide pour apprendre à structurer mes documents, pour apprendre à vulgariser, pour apprendre à me mettre dans la peau de mon client, c'est pas quelque chose qu'on m'a vraiment appris. Mais c'est quelque chose qu'on a découvert, que j'ai découvert au contact de mes clients et que j'ai découvert aussi avec le bon sens pour rendre un peu mon travail de juriste plus efficace. Et vous allez voir finalement que le legal design, c'est un bien grand mot, mais c'est beaucoup de choses que vous faites sûrement déjà, ou en tout cas qui vous ont déjà effleuré. Donc vous l'avez compris, maintenant, voilà, le legal design, ce n'est pas du tout juste du droit en dessin. Ce n'est pas du dessin, ce n'est pas des schémas, mais par contre, vous avez dû commencer à entrevoir que ça peut l'être. Si en vous focalisant sur votre client, vous allez constater qu'il lui faut un document pas forcément exhaustif, mais clair, simple, accessible, rapidement, et qui n'a pas besoin d'aller dans vraiment les détails juridiques, là, peut-être que des dessins, des schémas peuvent être très utiles. Mais si par contre, il faut une consultation d'une trentaine de pages très technique à destination de juristes qui se veut extrêmement bien référencé, et bien là, le dessin et le schéma n'a pas forcément du tout sa place. Donc ce qui est important finalement, c'est, vous l'avez compris, le besoin du client. Moi, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez en partant d'ici, c'est prenez 5 minutes pour vous mettre dans la peau de votre client et vraiment réfléchir à son besoin avant de vous lancer dans votre production juridique que vous savez très très bien faire déjà. Mais réfléchissez un tout petit peu aux besoins de votre client. On va donner des exemples, bien sûr. Et comme je vous le disais, voilà, le design thinking, le legal design, pardon, c'est rien de sorcier, c'est du design thinking appliqué au droit. C'est juste une méthode de réflexion qui vise à vraiment se focaliser sur une problématique et comment, avec cette problématique, on arrive à trouver des solutions. Et c'est rien de plus que ça, le legal design. C'est juste être centré sur son client et sur ses besoins. Alors, un exemple très concret pour commencer de où commence la démarche du legal design. La démarche du legal design, pour moi, elle commence quand je me mets dans la peau de mon utilisateur. Et pour me mettre dans la peau de mon utilisateur, pour comprendre ce qu'il traverse, le legal designer, ce qu'il préfère trouver, ce qu'il adore trouver, ce sont des frustrations. Parce que des frustrations, finalement, ce sont des points sur lesquels il va pouvoir avoir un véritable impact. C'est des points qui vont lui donner des opportunités pour améliorer ou rendre plus pratique ou plus efficace sa production juridique. Donc le legal designer, finalement, il va faire un petit peu ce que je vais vous montrer. Là, on va prendre le parcours utilisateur d'une personne, on va appeler Sylvie par exemple. Sylvie qui est juriste en entreprise et qui va contacter un avocat ou qui va contacter les services juridiques au sein de l'entreprise. Sylvie, elle est dans l'entreprise. Elle identifie un besoin juridique. Elle vient vous chercher. Elle vous envoie sa question de droit. Vous allez en général échanger avec elle par téléphone. Il y aura un mail de récapitulatif. Et si c'est avec l'avocat qu'elle échange, il y aura un devis. Il y aura une attente, le temps de recevoir votre mémo. En général, comme disait Romain, c'est rare que la personne qui vous pose la question soit finalement celle qui va vraiment utiliser vos conclusions
elle va sûrement devoir pitcher le mémo à ses supérieurs ou à ses collègues ou même à un autre service. Ensuite, il y aura toute la déclinaison opérationnelle. Quand une question juridique est posée, finalement, c'est qu'on souhaite décliner cette réponse juridique dans des choses factuelles, dans des process. Et ensuite, il faudra former les personnes, briefer les équipes sur les nouvelles pratiques qui découlent finalement de cette question et de cette réponse juridique. Ça, c'est le parcours utilisateur classique. Si on réfléchit un petit peu, qu'on se met dans la peau de cette personne qui n'est pas forcément juriste et qui vient vous poser une question, on peut facilement trouver des frustrations. On les a mis un peu en valeur dans la slide suivante. Voilà. Quand elle vous pose une question, cette personne, finalement, elle n'est pas juriste, elle ne sait pas identifier le besoin juridique, donc elle utilise ses propres mots. Et du coup, elle appréhende un petit peu de vous mettre sur le coup parce qu'elle n'est même pas sûre d'avoir vraiment compris s'il y a une situation juridique. Elle ne sait pas comment formuler véritablement sa question. Au téléphone, elle va chercher à se baquer et du coup à vous demander le plus de choses possible, à élargir au maximum le scope de sa requête, alors que vous ou le juriste d'entreprise va essayer de diminuer au maximum pour économiser des ressources et puis pour avoir une réflexion qui soit finalement réalisable. Après, dans le mail de récap, c'est toujours compliqué. On veut être sûr que tout le monde s'est bien compris, qu'on a bien remis sur le papier ce sur quoi on s'est entendu par téléphone. Il faut attendre, il y a des frustrations dans l'attente. Quand le mémo arrive, on n'a pas forcément le temps de tout lire et parfois même on ne comprend pas tout ce qui est marqué dedans. On n'ose pas forcément contacter l'avocat ou le juriste pour lui dire. Après, il faut pouvoir traduire ça dans une décision qu'on va devoir présenter à des gens. Une présentation, c'est court. Des fois, on n'a que 5-10 minutes pour pitcher. Si on a reçu 10 pages de mémo, c'est vraiment pas facile. On n'est pas forcément le plus à même de comprendre ce qui est important dans cette conclusion, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des frustrations. Et l'approche legal design, ça ne veut pas dire on va essayer de corriger toutes ces frustrations, mais on va peut-être essayer de se concentrer sur le plus gros point de douleur de votre client. On va vous donner des exemples encore une fois par la suite, mais si votre client, véritablement, ce qu'il a besoin, c'est de quelque chose de très opérationnel à présenter et à pitcher en 5 minutes ou en 10 minutes devant ses dirigeants, eh bien, prenez ça en compte et dans votre production juridique, peut-être prévoyez un résumé des points saillants, peut-être faites votre présentation juridique déjà sous la forme d'un PowerPoint, peut-être que les ressources très juridiques, les articles, les jurisprudences, peut-être qu'elles peuvent être dans une ressource supplémentaire, elles n'ont pas besoin d'être marquées en plein milieu de la présentation. C'est toutes ces choses-là que vous allez devoir vous poser. Et avant de rentrer du coup dans les exemples avec Romain, je vais vous présenter les 5 leviers, on va dire, du legal design, c'est-à-dire 5 actions très concrètes qui vont pouvoir traduire, qui vont pouvoir commencer à amener une réponse justement à ces frustrations. La première chose, c'est le diagnostic client, c'est ce qu'on a commencé à voir ensemble à l'instant, c'est qu'on se lance dans le meilleur des mondes en tant que juriste, on ne se lance pas au hasard avec son intuition, ses certitudes et même son expérience professionnelle. Avec le legal design, on essaie de vraiment comprendre le besoin du client. Et avant toute chose, on fait donc ce diagnostic. Ce que vous me demandez, ça sert à quoi? C'est pour qui? C'est dans quel contexte? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Tout simplement. Il y a le diagnostic et ça va vous guider. Deuxième chose, c'est la restructuration des données. Ça, c'est des choses qui sont inspirées du web design, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, les choses qu'on a apprises et comprises auprès de son client, elles vont devoir se traduire dans la manière dont vous allez structurer votre document. Et il faut que vous ayez déjà, et il y a des techniques pour ça, il faut que vous ayez déjà en tête la matrice que va prendre votre document, les différents niveaux d'information, quelles seront les informations très importantes à mettre en valeur, quelles seront les informations qui pourront finalement être un petit peu plus diluées. Le troisième pan du legal design, c'est le visual design. Alors ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ça peut être des schémas quand c'est opportun, ça peut être de la mise en page quand c'est opportun, écrire sur plusieurs colonnes, soigner la présentation pour aider le client à mieux l'apercevoir, à mieux la comprendre ou alors à mieux l'utiliser. Et ça, c'est vraiment la partie visuelle. La quatrième chose... Si je peux me permettre, Thibaut, juste Bien sur sûr. le visual design, ce qu'on met dans le visual design, il faut bien comprendre que c'est la mise en page du doc. C'est le premier truc qu'on fait. Et la mise en page, elle provient de votre structuration.
Donc, s'il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de visual design. Ça sert à rien de vouloir faire joli un truc qui est désorganisé. La structuration de l'info, c'est l'effet catalogue Ikea. Je vous donne un catalogue Ikea de 500 pages. Je vous dis, vous avez 20 minutes pour me trouver les 5 bureaux que vous voulez. Ben, en fait, vous n'allez pas trouver que c'est trop parce que le catalogue Ikea, il est énorme, mais il est tellement bien structuré, toutes les infos sont présentées tout le temps dans le même ordre que d'un coup, votre cerveau a compris la règle du jeu. Il va trouver tout de suite, il va naviguer dedans et trouver la bonne info. Donc ça, c'est parce que c'est un document qui est bien structuré. La mise en page, elle est faite pour révéler cette structure. Donc d'abord, c'est un travail sur le fond de l'information et ensuite, c'est la mise en page. Ensuite, on rajoute peut-être des pictos. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que les pictos, c'est pas du dessin, les pictos, c'est du texte. Le picto, on ne doit pas s'arrêter dessus. C'est pas créatif, un picto, on ne doit pas s'arrêter dessus pour se dire ah tiens, qu'est-ce qu'on dit. Un picto, c'est j'ai mis un truc en rouge pour dire attention danger. Je veux en rajouter une couche, je vais mettre un picto attention danger. Mais c'est-à-dire que le picto doit s'employer très finement. C'est de la compréhension textuelle, on glisse dessus comme si on lisait un mot. C'est pas du décoratif. Et on le met pour une intention, c'est-à-dire que dans sa mise en page, on veut en rajouter une couche. Troisième élément, c'est les schémas. Et les schémas, eux, ils ont du sens. Et les schémas, ils ont un rôle et d'une manière générale, on a une façon un peu. Il n'y a pas 36 façons, non seulement de choisir le schéma qu'on met, mais en plus de se dire où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas et où est-ce qu'on le met. Le schéma, c'est toujours introductif à l'écrit, c'est un rôle précis par rapport à l'écrit. Donc en fait, le schéma, il a un rôle et il va aider la lecture de l'écrit. Il ne va pas la remplacer, il ne va pas la substituer, il ne va surtout pas la résumer. C'est-à-dire que c'est trop bête de faire 10 pages d'écrit, puis à la fin, voilà le schéma qui permet de tout comprendre. Non, non. Donc, il y a des techniques pour savoir est-ce que je mets un schéma ou est-ce que j'en mets pas, quel type de schéma je mets et où est-ce que je le place. Et ensuite, une fois qu'on a ces 3 éléments-là, c'est des techniques, le visual design. Et il y a 3 techniques dans le visual design. C'est la décantation, l'exagération et la redondance. La décantation, c'est tout simplement, on ne simplifie pas comme l'a dit Thibaut, simplement, on donne à chaque utilisateur ce dont il a besoin dans un style visuel qui permet de savoir que ça s'adresse à lui. L'exagération, ce qui est dans votre matrice, ce qui apparaît comme un point important par rapport à un point d'explication, visuellement, il est beaucoup plus important, beaucoup plus gros, vraiment exagéré. Le visual design, c'est l'exagération. Et la redondance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé des règles visuelles, on les respecte tout du long du document. Parce que sinon, on arrive à un truc qui est justement dangereux avec le legal design, c'est que si on met du visuel sans forcément la structuration et cette notion de redondance, le visuel va commencer à polluer la compréhension de l'écrit. Et il y a certains documents où les avocats viennent et me disent « Regarde, j'ai fait du legal design, j'ai rajouté du visuel. » Je dis « Non, franchement, tu sais quoi, tu retires tout le visuel, tu gardes que le texte parce que c'est pire. » Parce qu'en fait, le visuel arrive vraiment en fin de course avec cette notion de redondance. Le visuel est là pour montrer qu'il y a une règle qui est posée au départ et qui s'applique tout le temps. Vous lisez les 2 premières pages du catalogue Ikea, c'est bon, vous avez compris la règle du jeu, vous pouvez naviguer dedans à toute vitesse et aller vous coller les 500 pages en 20 minutes sans avoir l'impression d'avoir souffert. Romain, ouais. Qui justement, donc sur le fond, on comprend bien, c'est la première chose à laquelle s'atteler. Donc déjà, je veux dire, l'avocat individuel ou dans une petite structure a beaucoup de pouvoir pour changer ça. Mais sur justement la forme, donc on a compris, les pictos, ça semble pas trop compliqué. Et sur la visualisation, les schémas, alors peut-être vous allez en parler plus tard, qui est capable de faire ça? Est-ce qu'il faut être créatif? Est-ce que c'est une compétence technique à acquérir? Est-ce qu'on peut se faire aider? Et si oui, par qui? C'est une compétence technique. En fait, on peut résumer ce que dit Romain par le fait que le legal design, en fait, il faut être en mesure de toujours justifier ce qu'on fait. On ne fait rien au hasard parce qu'on pense que ça fait joli. Et le legal design, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il nous donne des méthodes et des techniques. Il nous prend par la main, il nous accompagne pour être sûr que finalement, on ne laisse rien au hasard quand on veut faire un document de qualité. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre à respecter. On commence, comme on disait, par le diagnostic client. Après, on pense à comment structurer les données. Après, on pense finalement au visual design. Et si à ce moment-là, on se pose la question du schéma ou du picto ou du dessin, il ne faut pas du tout négliger toute la réflexion qu'on a déjà eue en amont et qui, c'est déjà 80% du travail. On a déjà très clairement en tête ce qu'on veut faire passer comme idée avec le schéma. Et en plus, à ce moment-là, en effet, on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais le legal design nous donne des techniques simples, nous donne des types de schémas à appliquer en fonction de l'information qu'on veut faire passer, si c'est ce qu'on veut faire. Et en fonction de la situation, il y a des types de schémas à utiliser. Et au niveau technique, ensuite, il y a, quand on a, encore une fois, trouvé le type de schéma qu'on veut, quand on a toutes les informations en tête
Et quand on sait la cible qu'on vise, il n'y a plus qu'à mettre ça sur le papier. Et là, très simplement, on peut le faire soi-même avec les outils du quotidien, avec Word, avec PowerPoint. Il y a en effet quelques techniques à apprendre, mais il n'y a pas besoin d'être un graphiste. Moi, Pas j'ai du appris tout. tout ça. Je suis incapable de dessiner autre chose qu'un bonhomme. Le bonhomme a eu ta peau, Thibaut. Je vais terminer ce que dit Thibaut. Oui, on peut tout à fait. Donc, nous, on a fait le pari avec SideQuest de dire, en tant qu'avocat, il faut avoir une certaine marge d'autonomie. Et donc, pour faire les visuels, nous, on propose des techniques de SIO. On propose des techniques de SIO qui sont Word, maîtriser la mise en page évoluée. On peut la faire sur Word avec des techniques de SIO. On va détourner des outils. Notamment, on détourne beaucoup les tableaux. Donc, c'est un peu de technique, mais c'est sur Word. Deuxième outil qu'on va proposer, c'est d'utiliser Smart Art, qui sont des trucs intégrés, mais intelligemment parce que c'est à double tranchant. Et accessoirement, si on veut aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut utiliser PowerPoint pour créer des schémas? L'étape d'après, c'est de se dire, non, moi, je veux vraiment faire pour un client VIP, je veux faire un truc très évolué. On va être capable de briefer, de faire un draft, un esquisse de schéma avec ces techniques-là qu'on donne, et de les donner à un graphiste en disant, fais-moi ça, mais en mode... et en fait, la couche visuelle derrière, vous pouvez avoir le même schéma sous forme de ronds et de cercles qui se connectent par des traits, mais exactement le même en 3D avec une carte au trésor et des vaisseaux spatiaux. En fait, c'est uniquement l'habillage visuel qui va arriver. Donc, vous pouvez faire tous les schémas, vous pouvez les faire si vous utilisez Word et les outils Microsoft Office. Et on table sur le fait qu'il faut faire cette formation pour pouvoir les sortir rapidement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous donnez, c'est ce que vous avez fait, vous le donnez à un graphiste et tu dis, fais-moi ça, mais visuellement en x10. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour terminer, ce ne sont pas que les schémas. C'est ce qui inquiète et qui intéresse aussi tout le monde, c'est normal. Le legal design, c'est aussi du langage clair. Tout simplement, une fois qu'on a une structure, une fois qu'on a bien compris son client, qu'on a bien compris ses besoins, une fois qu'on a réfléchi à la mise en page, à ce qu'on veut mettre en avant, il faut faire attention à la manière dont on l'aborde. Et le legal design nous donne des techniques très simples pour progresser dans son langage, avec des tournures de phrases à éviter. Ce n'est pas un langage simplifié, encore une fois, mais ce sont des règles élémentaires. On évite les doubles négations, on évite la forme passive, on se met dans la peau de son client, on utilise un langage technique que le client comprend, ou alors on essaie même d'utiliser le langage de son client. Et ça va venir appuyer tout ce qui a déjà été fait en amont. Et il y a des règles pour ça. On vous en a mis quelques-unes en ressources complémentaires, mais le legal design nous aide à comprendre ça. Et le dernier levier du legal design, qu'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui, mais c'est que le legal design, avec cette forme de réflexion sur la matière juridique, on peut arriver, en la poussant à l'extrême, à designer de nouveaux services juridiques. C'est une réflexion qui peut vous amener à créer de véritables offres de services innovantes pour votre clientèle. Mais voilà, on va se concentrer déjà sur des choses un peu plus simples et axées plutôt sur la production juridique. Voilà, on va essayer de mettre tout ça maintenant en valeur avec des exemples que Romain va vous présenter. On va vous montrer ce à quoi ça peut ressembler dans une consultation, dans les contrats et même dans les écritures contentieuses. Juste gardez bien en tête qu'on vous montre des résultats d'une réflexion et d'une méthode qui a été réalisée en amont. Et c'est aussi, et peut-être même surtout ça qu'il faut comprendre. C'est des automatismes à comprendre. Voilà, je te laisse la parole. Le premier automatisme à prendre, et Thibaut, il a vraiment appuyé dessus, c'est se mettre à la place de son client quand il reçoit votre consultation. Et ça, je l'ai eu, mais je l'ai eu pas plus tard qu'hier. Dès que je parle à des juristes dans l'entreprise, je leur dis, qu'est-ce que tu dois faire cet après-midi? Ah là là, je dois résumer la consultation que m'a envoyée l'avocat, et je peine à faire des diapositives parce que j'arrive pas à comprendre comment il se positionne, ce qu'il me dit, ce qui est important, ce qui est pas important. Donc, je vais le rappeler pour qu'il m'explique. Et l'avocat qui va être appelé et qui va devoir faire le SAV de sa consultation, va pas pouvoir facturer ce temps-là. Donc, juste pour vous dire, le legal design, si ça a au moins deux objectifs, c'est satisfaire votre client et limiter votre write-off. Simplement, vous envoyez un doc, le client, il ne revient pas vers vous. Le client, quand il reçoit un document d'avocat aujourd'hui, il a cette réaction de Louis de Funès. Pour tout le monde, le document d'avocat, c'est plombant. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier réflexe, c'est si je ne suis pas convaincu dans les 10 secondes que je vais m'en sortir tout seul, je vais l'appeler. Thibaut,
montre la diapositive suivante, je l'aime beaucoup. Il y a Shelley Davis, c'est quelqu'un que je vous encourage à voir, c'est une consultante néo-zélandaise qui accompagne les grandes entreprises, les big boss, pour juste diffuser une culture dans l'entreprise qui est la culture d'arrêter d'écrire, alors la traduction en français, de manière pompeuse. Et elle dit, elle fait un super, elle a fait un TED qui est génial où elle dit, quand vous écrivez avec des formulations, des scholes, des trucs, que vous faites du langage bureaucratique à la mort moelle-neu, en évitant de dire des choses, mais en brodant autour, en gros, vous êtes persuadé, vous le faites, et en tant qu'avocat, on le fait tout le temps parce qu'on a peur que le client ne nous prenne pas pour quelqu'un de sérieux, donc on rajoute des mots compliqués parce qu'on pense que c'est ce qu'attend un client. Et elle dit, mais moi, j'ai des PDG de grands groupes qui me payent très cher pour que je leur apprenne à eux et aux autres membres du conseil d'administration d'arrêter de faire ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de lire ça dans vos écrits? Et elle a fait un petit document que je trouve génial, on vous a donné le lien sur LinkedIn, elle a fait, c'est les 7 règles pour écrire un shitty document, je vous laisse traduire vous-même. Et la règle numéro 5, c'est faire en sorte que le document ait l'allure d'un document juridique. Ce que je veux que vous les faire comprendre, parce que moi, pendant 2 ans, je me suis retrouvé à faire autre chose que du droit et j'ai fait 15 comités de direction d'entreprises du CAC 40. Le juriste et l'avocat, et comment dire, est vraiment pris comme un empêcheur de tourner en rond. Le document juridique, et des fois, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de bullet points, qu'il soit lourd, parce qu'on est persuadé que le client, il a l'impression d'en avoir pour son argent. La vérité, c'est que le client, ils ne mettent pas. Nos documents, nos contrats, en time 12 sur toute la largeur de la page, sur 30 pages, sont perçus comme des choses mauvaises par les clients. Et ça, on est encore à vouloir le faire, mais en fait, elles sont vraiment constamment perçues comme des choses mauvaises. La preuve, c'est que la première règle, quand on dit à quelqu'un au marketing, tu veux que nos documents ne le lisent pas, fais en sorte qu'il ressemble à un document juridique, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, je vous laisserai regarder le reste des règles, mais vous appliquez juste ça, vous multipliez par 2 la qualité de votre production. La diapositive après. Les règles qu'on va appliquer, on ne les prend pas de nulle part, on ne les prend pas au doigt mouillé. On va aller s'inspirer des neurosciences ou de choses qui existent déjà ailleurs. Par exemple, l'idée de la structuration, Thibaut vous l'a dit, c'est parce qu'on s'est retrouvé en tant que juriste à faire un jour du développement d'applications, qu'on a vu les techniques qu'utilisent les développeurs, on s'est dit, mais en fait, les développeurs, eux, avant de rentrer dans un développement d'application, ils posent la matrice de l'info. Mon Dieu, ce que c'est efficace. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en droit? Donc, on pique des informations partout et on les retranspose, on pique ce qui marche ailleurs, on le retranspose en droit. Il y a une technique que je vais vous montrer, c'est notamment reprendre toute la science de la lecture rapide. Il y a des gens qui arrivent à lire 1000 mots à la minute et à retenir ce qu'ils ont lu. Nous, en moyenne, on lit entre 150 et 200 mots minute. Comment est-ce qu'ils font? Ils appliquent des techniques. Si on comprend les techniques qu'ils appliquent et qu'on les anticipe dans notre document, on autorise tout le monde à lire rapidement notre document. Je vais vous donner 2 techniques qui sont précisées. C'est toujours mettre la conclusion avant les explications. On met toujours la conclusion avec les explications. Je répète si je ne suis pas clair. Vous mettez toujours la conclusion avant les explications. La conclusion de votre document, c'est le premier titre de votre document. La conclusion de votre partie, c'est le premier paragraphe de votre partie. La conclusion de votre paragraphe, c'est la première phrase de votre paragraphe. Ensuite, vous dites vous devez envoyer une lettre de résiliation à tel prestataire. Pourquoi je m'autorise à vous dire ça? Et ensuite, vous expliquez. Pour une simple raison, c'est qu'en neurosciences, on ne comprend un document que quand on fait de la lecture intentionnelle. La lecture intentionnelle, c'est qu'on sait quelle est la conclusion et on recherche en lecture de manière active, donc on participe au document, la confirmation de ce qu'on sait du chemin. Il n'y a que dans les romans où on veut découvrir le raisonnement au fur et à mesure. La deuxième règle, c'est la lecture en diagonale. Personne de bien câblé ne démarre un document par le premier mot de la première phrase. Toute personne, vous lui donnez un document, je vous donne un rapport marketing, vous ne connaissez pas le marketing, vous allez d'abord le respirer, le feuilleter. Là-dessus, vous prenez plein d'infos. C'est écrit de façon complexe, c'est long, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des schémas, on sonde le document. Et bien ça se prépare en legal design. En legal design, on va dire, mon document, je veux que tu le lises en diagonale. Donc, on va faire des titres avec des phrases, parce que si tu lis tous les titres en diagonale et que ça fait des phrases, ça va déjà te faire une première histoire, tu auras l'impression dans une première lecture en diagonale d'avoir pris de l'info. Donc, en fait, il y a plein de techniques comme ça qu'on prend dans la lecture rapide, qu'on prend dans les neurosciences. Personne ne retient une liste de plus de 7 items. Donc, on évite les bullet points à plus de 7 items. On va les prendre aussi dans la culture de la pédagogie. On va les prendre, voilà. On prend plein de choses au marketing et on les transpose. Ce qui marche, on le transpose dans nos documents parce que nos documents ne sont rien d'autre que des documents techniques. Donc, sur des conclusions, petit bug visuel, on va retravailler cette diapositive avant de vous l'envoyer. L'idée, elle est très simple sur les conclusions. C'est que quand vous faites des consultations, dans vos consultations, dans beaucoup de consultations, on a 3 niveaux d'infos. On a des niveaux d'infos qui sont j'ai quelque chose d'important à te dire, il va falloir que tu fasses ça. Deuxième niveau d'information, en gros, je t'explique pourquoi je te demande de faire ça.
Troisième niveau d'information, je t'explique quelles sont les jurisprudences, les arrêts, les textes de loi qui me permettent de te justifier tout ça. Problème des consultations, c'est que 9 fois sur 10, et c'est le cas du document à gauche, tout est mélangé dans le même flux de texte. Donc, le client qui me disait, j'arrive pas à faire la diapositive PowerPoint à partir de la consultation de l'avocat, c'est parce que toute l'info y est. Toutes ces informations où elles sont, mais elles sont mélangées. C'est le document, c'est le catalogue IKEA qui aurait été écrit par Proust. Pas pratique. Donc, l'idée du legal design, c'est de surtout rien retrancher. On ne simplifie rien. Vous avez 50 références de jurisprudence, on les mettra. Mais par contre, on va retrouver les niveaux d'information qui sont dans votre document et on va remettre les choses à leur place. On va reprendre tous les points jaunes qui sont les punchlines. Donc là, on a un exemple à l'écran sur une vraie consultation. Dans le texte, on recommence. Moi, quand je retraite une consultation, je retrouve les niveaux d'information, je recompose une matrice sous forme de tableau. À l'intérieur des cases, je réexprime les idées avec du langage clair et je vérifie bien que quand j'ai ce que j'appelle une punchline, un truc important à faire au client, derrière, j'ai 1, 2, 3 explications vulgarisées et pour chaque explication vulgarisée, je vais avoir 1, 2, 3 explications techniques. Pourquoi c'est important la décantation? C'est parce que je vais être vulgarisateur sur le niveau 1, ma punchline, vulgarisateur peut-être sur le niveau 2, mes explications rapides. Mais par contre, pourquoi se fatiguer à être clair et vulgaire quand je suis en train de balancer toute la méthodologie technique, tous les arrêts et les recherches? Après tout, je les écris même pas pour le client, je les écris pour l'ordre, le jour où le client enverra ma consultation à l'ordre et engagera ma responsabilité pour montrer dans la consultation que j'ai bien fait le travail. Donc là-dessus, je suis technique, je me mets à l'aise. Je suis exhaustif, technique, précis, je n'essaie pas d'être vulgarisateur dans le technique. Mais du coup, pour que ça soit clair, je sépare le tout. Donc en fait, le tableau que vous voyez à droite, c'est on restructure l'info. Et une fois qu'on a une bonne structure d'info, on rebalance tout ça dans le document en appliquant une mise en forme à chaque colonne. Les idées principales, en gros, ouais. Oui, donc à droite, si je comprends bien, c'est la matrice. Ouais, le avec tableau les colonnes. Est-ce que tu donc à gauche finalement c'est la consultation, le compte rendu initial. Ouais. À droite c'est la matrice et ensuite on va vers la production améliorée. La production améliorée, c'est le visuel que vous voyez en bas à gauche. Ouais, c'est ça. La même chose en 3 pages, il y a toute l'info qu'il y avait dans la précédente consultation. Sauf que ce qui est Super. important est mis en gras, ce qui est secondaire est mis en secondaire, ce qui est accessoire est mis vraiment en accessoire. Un truc très simple, si dans votre consultation, il y a un paragraphe qui commence par l'article L 2212 du Code du travail dit que, c'est que vous êtes en train de commencer par le niveau 3, pas par le niveau 1. Est-ce que tu peux... Quels sont les titres finalement des colonnes dans la matrice? Les titres des colonnes dans la matrice, ça va être niveau 1. Donc, sur cette matrice-là, dans cette consultation-là, on choisit une technique qui est le B.A.-BA de la matrice, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, call to action, next step. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça, c'est la base. Commencez ça rien que sur le prochain mail que vous allez écrire, juste après ce webinaire. Dans le mail que je vais écrire, c'est quoi mes 3 points de niveau 1, les 3 trucs importants que je dis. Ensuite, le reste que j'écris, c'est quoi? C'est un point ou c'est une explication d'un point? Ça, c'est mon niveau 2. Ensuite, je suis en train de justifier par des références et tout, je suis en train de donner la justification derrière une explication, donc je range les choses dans l'ordre. À chaque fois que vous écrivez un mot, une phrase, vous devez vous dire dans votre tableau, en fait, je suis en train d'écrire ça, donc je devrais être là. Donc le niveau 1, c'est les conclusions. Hein. Les niveaux 1, c'est les conclusions. Quand vous faites une consultation à un client, vous la traitez en 5 points. Pas de plan grand 1, grand 2, A, B, parce que votre client ne pourra jamais la résumer. 5 points. Et le premier point, c'est vous devez faire ça. Votre AG est nul, il faut la refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion entre les prérogatives des colocataires et la vente, et le prix et la perception du prix de la vente. En effet, la loi disait que. Par conséquent, voilà. Mais vous commencez par, il faut que vous fassiez ça. Ensuite, je vous fais le raisonnement en 5 points. Et derrière chaque point que j'annonce, je dis, en gros, voilà pourquoi. Et si le en gros, voilà pourquoi, tu veux vraiment savoir le détail, je te balance les références à jurisprudence et mes recherches. C'est ça. Et on explique la démarche legal design avec cette matrice et on l'explique en prenant l'exemple d'une restructuration de documents pour bien mettre en valeur comment ça se passe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette méthode, on crée des automatismes. On explique en restructurant un document, mais en fait, par la suite, on applique cette méthode dans notre propre rédaction. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Du coup, c'est vraiment une méthode de travail. Et après, ça permet de décliner la même consultation que vous avez vue où on peut la faire en PowerPoint. Donc ça, c'est le genre de consultation, de document juridique auquel on peut arriver avec une autre matrice. Là, c'est une matrice à 4 niveaux. C'est un autre document qui est censé être, c'est une fiche pratique sur les réseaux sociaux, mais toujours avec cette idée de
j'ai des punchlines, je peux le lire en diagonale grâce au premier schéma, je retrouve les titres de mon schéma dans les développements, et dans les développements, j'ai 3 niveaux, voire même j'ai un 4e niveau en marge. Et en marge, le 4e niveau, c'est les choses à faire. Et puis je termine par un petit schéma récap. Autre technique de legal design, c'est un truc très simple. Vous voulez faire du legal design dans vos documents? Donc la première technique, c'est restructurer. La première technique, c'est vous poser la question de pourquoi vraiment vous faites la consultation. La deuxième technique, c'est restructurer. La troisième technique, c'est supprimer les bullet points. Dès que vous avez un bullet point, vous trouvez une alternative. Tableau, schéma. Les bullet points, c'est nécessaire pour faire votre brouillon. Les bullet points, dans tout ce qui est design, ergonomie, c'est l'horreur. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne l'allure à nos documents de documents juridiques chiants. C'est les bullet points et les sous-bullet points. Tout simplement parce que dès qu'on passe 5 items, le troisième sous-bullet point, le troisième sous-bullet point du 4e bullet point, quand on est en train de le lire, on ne sait plus pourquoi on est en train de le lire. Quand on lit un bullet point, on a une phrase d'intro qui explique le contexte. Quand on a ensuite, donc il faut garder cette phrase d'intro en tête pendant le premier bullet point. Puis quand on lit le sous-bullet point, il faut avoir la phrase d'intro qui donne le contexte, plus le sous-contexte du premier bullet point pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Quand on en a 25 comme ça, je peux vous garantir que le client, soit il fait des allers-retours, soit il arrête, il vous rappelle pour dire bon, qu'est-ce que je dois comprendre. Donc en fait, tout simplement, on tue les bullet points. Il y a même des documents qui s'appellent 10 ways to avoid death by bullet points. C'est vraiment un truc. Donc, Vous transmettrez des ressources. Hein. J'utilise tout le temps, vous aurez tout ça, hein, vous l'aurez avec les liens. J'utilise tout le temps les bullet points quand je pose mes docs, mais je les efface quand je fais le livrable au client parce que c'est insupportable à lire, à comprendre et à utiliser. Super. On va avancer sur d'autres exemples. On a une question au passage de Myriam qui nous demande « Bonjour, comment suivre ces prescriptions sans trop perdre de temps ?» Alors, moi, je vous répondrai qu'il y a nécessairement une phase d'entraînement, une phase d'apprentissage. Il y aura une phase où vous allez, je ne vais pas vous mentir, perdre du temps parce que vous allez devoir bousculer un peu vos habitudes ou en tout cas réussir à prendre certaines parties qu'on va vous montrer pour les appliquer à votre manière de fonctionner. Donc au début, vous allez perdre du temps, mais en fait, c'est du temps gagné sur le long terme. Comme toute action de formation, au début, on déconstruit, on apprend de nouvelles compétences, de nouvelles techniques. Et après, au bout de quelques mois, quand ça devient des automatismes, c'est là que vous gagnez un petit peu de temps à chaque fois. Et donc, c'est un investissement. Juste une question, est-ce que vous auriez des sources d'inspiration? Moi, c'est vrai que la production que vous venez de montrer, ça m'a beaucoup fait penser. J'aime beaucoup l'édition pour les nuls, vous savez, pour les nuls, Excel pour les nuls, être consultant pour les nuls, etc. Et c'est rédigé un petit peu de cette manière extrêmement didactique. Est-ce que vous avez justement des sources d'inspiration qui peut inspirer les avocats dans leur production? Pour aller vers du legal design dans la production. Pas mal de trucs qu'on vous a mis encore une fois en ressources complémentaires. Il y a énormément de choses qui peuvent reposer sur différents piliers du legal design. Mais par exemple, si on prend juste l'exemple du langage clair, en Belgique, ils sont vachement avancés là-dessus. Il y a des guides qui sont faits au niveau du gouvernement ou au niveau des régions, des guides pour l'administration de comment au quotidien écrire des documents juridiques avec du langage clair. Et il y a plein de choses comme ça pour tous les piliers du legal design. Et on a mis beaucoup de choses, vous verrez à la fin, en ressources complémentaires. Donc, je vous invite à acheter un petit coup d'œil. Romain, tu nous parles des contrats en 2 minutes? Ouais, en 2 minutes sur les contrats. Sur les contrats, je vais vous donner un exemple. On revient dans tous les trucs qu'on vous a dit, faut faire l'analyse du document client pour qui on écrit. Le contrat, c'est l'exemple type. Le contrat, quand on se penche, pourquoi est-ce qu'on écrit un contrat? En fait, derrière, on a souvent 5 utilisateurs. Notre client, il faut qu'il conclue son opération. La partie adverse, si la partie adverse est braquée, eh ben, elle va pas vouloir conclure l'opération, notre client sera pas content. Le juriste de la partie adverse, si le juriste de la partie adverse est braqué, parce qu'on a mis des choses déterminantes dès les définitions, bah, le juriste de la partie adverse, il dit OK, c'est un contrat miné, il va me falloir 3 semaines pour le rédiger, la partie adverse n'est pas contente, votre client n'est pas content. Le juge, parce que le juge, en cas de contentieux, il doit comprendre le contrat dans un sens qui nous arrange. Et enfin, le juriste, ça peut être nous, et peut-être quelqu'un d'autre. Le juriste qui devra utiliser le contrat plus tard quand il y aura un problème. Et toutes ces personnes-là ont des besoins avant la signature. Votre client, il a besoin de bien le négocier, de bien le comprendre, de bien le défendre. La partie adverse, elle a besoin de bien le comprendre pour pas trop le contester. Mais il y a aussi des besoins pour après la signature. Votre client, il faudra qu'il puisse l'appliquer et le juriste, alors, il faudra qu'il retrouve la stratégie. Donc, en gros, quand on comprend ça, en fait, 90% des contrats que je lis sont uniquement rédigés pour un utilisateur, c'est le juge.
Non, en fait, le contrat, il doit d'abord servir au client et à la partie adverse de comprendre l'opération et de signer le contrat. Donc ça, c'est un Parce qu'il exemple y a qu'on des vous met risques dans les... juridiques en plus, il y a des gros risques juridiques. Un contrat qui est très complexe, qui est fait par des juristes pour des juristes, l'opérationnel, il le lit, il ne l'applique pas et Non. boum, contentieux. Enfin, ça, c'est un grand classique. Hein. Il y a des stats qui montrent que dans les entreprises, d'une manière générale, elles se font facturer 15% en plus que ce qu'elles devraient se faire facturer parce que tout simplement, elles n'appliquent pas les contrats qu'elles ont avec les prestataires. Parce que moi, j'ai été en entreprise, votre contrat que vous avez mis des heures et des heures à rédiger pour votre client, on sable le champagne, il est signé, mais tout le temps, dans grands groupes, moyens groupes, start-up, tout le temps, Natixis, tous les grands groupes que j'ai vus, le contrat qu'on a mis des semaines à négocier, il est dans un tiroir. S'il y a un problème, excusez-moi. S'il y a un problème, on fera les choses en improvisation. Donc là, on vous montre un exemple de petit contrat qui est vraiment designé pour d'abord permettre de réaliser l'opération en parlant directement à la personne dont vient le contrat et à la personne à qui il est destiné. Et on met, pareil, tout en décantant, en faisant en sorte de décanter l'information, quand on a besoin de mettre du juridique brutal pour cadrer le sujet, si jamais il doit passer sous les yeux d'un juge, on le met, mais on le met en retrait dans la clause. On ne commence pas par ça. On ne commence pas une clause par non-obstant, on ne commence pas une clause par à défaut de. On commence par une clause par l'intention des parties. Et ensuite, on explique qu'est-ce qui se passe avec une matrice qu'on a appelée, nous, une matrice IDPES, mais on peut l'adapter. Ensuite, on dit, OK, c'est quoi le déclencheur, c'est quoi les sanctions pour chaque point. Autre exemple, je ne sais pas si on en a un autre, voilà, un accord de confidentialité en 10 points. Le legal design de contrat peut vous permettre, vous, en tant qu'avocat, de garantir à votre client que le contrat sera négocié et signé en moitié moins de temps. Il y a un truc très stupide qu'on fait quand on est juriste, que j'ai passé mon temps à faire et que maintenant, je me rends fou. Négocier un contrat à coût de markup. Vous envoyez un modèle de contrat, vous recevez 50 markups, et dans les markups, il y a au même niveau d'information des retours sur des fautes de frappe, des retours sur des problèmes de détail et des retours sur des points, des deal breakers. Avec le même outil, le markup. C'est stupide. Donc, un contrat bien designé doit permettre de faire un premier tour pour voir si on a des feux rouges sur les deal breakers, un deuxième tour pour voir si le niveau de détail on est d'accord, un troisième tour pour les questions de fond. Et donc, une fois qu'on fait ça, on réussit à négocier, quand vous négociez un contrat pour votre client, vous perdez moins de temps, vous êtes davantage rentable. Donc, on va designer le contrat pour qu'il serve son utilité, pour qu'il soit optimisé pour son utilité, qui est l'opération est conclue rapidement et vous perdez moins de temps possible. Donc, ça marche pour les contrats, ça marche aussi pour les conclusions. Je crois que la dia suivante, c'est les conclusions. Voilà, on peut même faire la même chose pour les conclusions. Les conclusions, on les rédige pour le juge. Que veut faire le juge avec nos conclusions? On les rédige pour le juge et pour le client. Le client, il ne faut pas qu'il nous pète un scan en disant « Ouais, vous n'avez rien compris à mon problème ». Et en même temps, le client, il ne faut pas trop l'écouter parce que des fois, ça va contre son intérêt. Le juge, il est notre dossier, nos conclusions. Il a 2 heures pour lire nos conclusions, les conclusions de la partie adverse et faire un draft de sa décision. Donc, comment on l'aide vraiment? Comment on l'aide? Pensez au catalogue Ikea. Comment on aide le juge? Donc voilà, est-ce que on commence à mettre voilà. Donc les conclusions, le même raisonnement, le même truc, elles doivent servir un objectif. On analyse comment un juge fait une décision de justice. Donc qu'est-ce qu'il doit trouver dans nos conclusions et on les lui met dans l'ordre pour qu'il dise ces conclusions-là. Je suis peut-être pas d'accord avec tout, mais qu'est-ce qu'elles m'aident? C'est pas tabou, hein, ça se fait de plus en plus et c'est très bien accueilli par les magistrats. C'est ce que j'allais demander justement. Est-ce que vous avez eu des retours de magistrats qui ont eu affaire à des documents qui sont quand même complètement nouveaux dans ce qu'ils ont l'habitude d'avoir reçu sur les 20 dernières années? Et voilà, quels sont leurs retours, comment ils réagissent? C'est bon, je viendrai plus loin. Ouais, voilà. On n'a pas des retours de magistrats en direct, on a des retours d'avocats. Moi, une fois, j'ai dû faire du legal design d'urgence pendant les fêtes de Noël sur des consultations, sur des conclusions qui étaient juste rejetées par le client. Et donc moi, j'ai des retours d'avocats qui ont réussi à bien plaider avec ces conclusions. Je pense que le juge s'est bien passé. Et il faut savoir qu'il y a des ateliers legal design à l'ENM, donc les juges commencent à avoir cette perspective-là. Il y a des deals, je crois que le barreau de Versailles a passé un deal avec l'ordre du Versailles sur, écoutez les gars, faites comme ça dans les conclusions. Donc ça va dans ce sens-là, on reprend ces recettes et on les optimise. Et vous avez cette première note qu'on a vue où le ministère de la Justice réfléchit à une façon un petit peu de contraindre les avocats à présenter les conclusions de manière optimisée pour faciliter le travail et le quotidien aux juges. Exit, ouais, exit. Alors non, on le retrouve, mais on vous propose de le traiter en 5 points. Les faits, ça se traite en 6 points. Chaque argument se traite en 5 points, toujours dans le même ordre. En fait, en droit, en l'espèce, on reprend un peu, mais on le tord un peu parce que c'est pas... Souvent, c'est en droit, en fait, en l'espèce. On le retrouve un peu, mais il y a d'autres choses. Il y a un point qu'il faut rajouter, c'est le décalage, par exemple.
Voilà, et puis on ne voit pas très bien ce qui est distingué en colonne dans l'exemple des conclusions. Alors là, évidemment, oui, le but, c'est pas de voir vraiment ce qu'il y a de marqué, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière. Mais avec le support, vous pourrez zoomer un petit peu si vous voulez voir, mais il faut comprendre que c'est des différents niveaux C'est de la d'information. sensibilisation. On vous montre, Voilà. on vous montre que le legal design, on va au-delà de l'incompréhension qui est dire mais c'est la couleur des titres et non, le legal design, c'est à la fin, on est obligé de faire du droit. Je vous donne juste un exemple. On va même designer le droit. Est-ce que ça vaut le coup dans un contrat de mettre de mettre une clause qui se défend par de la responsabilité contractuelle qui oblige à aller devant le juge du fond pour un enjeu de moins 20 000 euros? Moi, c'est simple, quand j'étais juriste, à moins de 20 000 euros, on ne va pas au fond. Parce qu'en ressources internes et en frais d'avocat, c'est pas rentable et on va pas garder j'ai plus le mot, mais on va pas garder un litige sur notre direction pendant 1 an. Donc en fait, quand vous rédigez un contrat et que vous faites une clause en disant là, je t'ai bien défendu, mais qu'il faut aller au fond pour la défendre et que l'enjeu est de moins de 20 000 euros, la clause ne sera pas utilisée. Donc on fait même du design sur le droit. Qu'est-ce que j'utilise comme technique juridique face à ce sujet opérationnel? On met de l'opérationnel dans le droit et on fait le droit autour de l'opérationnel. C'est ça le legal design. Et pour finir vraiment en 1 minute, parce qu'on va essayer de respecter les délais impartis, de toute façon, je pense que c'était intéressant de se focaliser sur l'usage métier de l'avocat. Il faut bien comprendre aussi que le legal design s'utilise énormément dans la communication pour mettre en avant voilà, le fait que vous êtes un avocat innovant, que vous êtes un avocat qui sait maîtriser sa pédagogie, pour simplifier des sujets qui ont l'air très complexes et pour montrer que vous savez les prendre et les vulgariser. De nombreux avocats se servent du legal design. C'est ce qui a amené Karine Deluca à faire un podcast à succès et qui lui ramène maintenant plus de 50% de sa clientèle. C'est ce qui fait que de nombreux avocats sur leurs réseaux sociaux vont vulgariser des réformes pour tâcher de les expliquer à leurs clients et se distinguer de la concurrence. C'est ce qui fait que des avocats choisissent de redesigner des arrêts pour pouvoir bien les expliquer, de cours de cassation. Ce qui est important, c'est juste que là, c'est la réflexion qu'il y a derrière, encore une fois. Le legal design, si vous avez une stratégie derrière, si vous avez compris les besoins de votre clientèle derrière, vous allez pouvoir vous dire, OK, il faut que je fasse de la communication. Et avec le legal design, vous allez pouvoir prendre une information un petit peu complexe, la simplifier et la mettre facilement en valeur pour atteindre votre client et atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés. Voilà. On va rester là, mais regardez les ressources à la fin, il y a plein de ressources. On vous a mis plein de trucs. Ça répond à une question. Dans les ressources, est-ce que je peux faire du design moi-même tout seul? On a mis un tableau avec Word, Excel, PowerPoint, toutes les fonctionnalités qu'il faut maîtriser pour réussir à faire du design sans avoir à toucher un outil de dessin. Après, il suffit de googliser les fonctionnalités, regarder les tutos et vous pourrez vous... En tout cas, c'est passé très vite. J'ai trouvé ça très, très passionnant. Peut-être pour conclure, on vous enverra, effectivement, c'était très dense, donc toutes les citations, les ressources, on va vous les envoyer. Donc ça consiste à vous envoyer cette présentation et en plus de ça, un résumé aussi que notre communication manager va s'atteler à rédiger, Bon qui courage. s'appelle Malika. Pas de bullet point. Pas de bullet point. Promis, on va essayer d'éviter. Et donc SideQuest, c'est un institut de formation. Ils ont des formations spécialisées dans le legal design. Et en exclusivité pour les inscrits à ce webinar, on enverra un code promotion de 20%, voilà, qui est exclusif à ceux qui se sont inscrits à ce webinar. Donc on vous enverra tout ça début de semaine prochaine. Je pense que ça répondait à la question de Caroline. Claire vous a demandé que je répète la phrase sur les faits sont en 6 points et la suite. Les faits se travaillent en 6 points. Alors, on est en train de tourner le e-learning qui détaille ce truc-là. Je vais vous dire juste, vous donner la recette. On a repris les techniques de rédaction de scénario. Les faits sont un récit. Or, les rédacteurs de scénario ont développé des livres sur la technique du récit. La technique du récit, c'est que n'importe quel récit, dans vos séries, dans les livres, c'est en citant un récit. Donc, votre juge, quand il lit vos conclusions, il lit un récit. Si vous voulez lui restituer, il attend les citants. Après, comment est-ce qu'on transpose ça en droit? Ça demande un peu de transposition, mais les citants du récit, on les utilise dans les faits. Et ensuite, les arguments, on préconise une structure en 5 temps. Chaque argument, on le traite en 5 temps. L'important, c'est de dire, quel que soit l'argument dans mes conclusions, c'est l'effet catalogue IKEA. Le juge, quand il a compris, premier argument, c'est traité toujours en 5 temps dans le même ordre, avec visuellement, le visuel appuie ces 5 temps
pour comprendre que c'est la même règle qui s'applique partout, et ben ensuite, ils gagnent 30% de disponibilité d'esprit. C'est des trucs qui ont été calculés en pédagogie. Quand on n'a plus besoin de se poser la question de savoir comment est-ce que le message est formulé, on peut se concentrer sur qu'est-ce que dit le message. Donc en fait, il s'agit, le legal design, c'est pas du plus, c'est du moins. C'est retirer les obstacles qui font que le juge ou que votre destinataire a du mal à accéder à votre message. Less is more. Super. Au moment de conclure, vous allez recevoir un petit questionnaire. Voilà, où vous allez pouvoir noter un petit peu le ressenti que vous avez eu sur ce webinaire, partager vos retours aussi. Et on vous envoie la conclusion et le résumé début de semaine prochaine. Alors, je me suis trompé sur la réduction, ça sera 30%. On vous invite aussi à découvrir SideQuest pour avoir le détail complet de leur formation en legal design. Parce que là, ils ont dû faire un résumé rapide, hein, surface sur 1 heure. Mais c'est combien de temps dure la formation, Romain et Thibaut? 6 heures. 6 heures. 6 heures et on est en train de faire à nouveau 6 heures. Voilà. Bon. Voilà, l'épisode 2 a été tourné cet On été imagine que et il sortira le mois prochain. D'autant plus costaud. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et juste pour dire, si ça peut Ouais. rassurer les gens, dans les formations, les modèles qu'on a vus, on les fait pas à pas. Et en plus, on D'accord. fournit les documents Word. Oui. Toutes les étapes sont fournies en Word, en PowerPoint. On fournit les documents bruts. Donc, ils peuvent même voir comment est-ce qu'on a fabriqué la mise en page avec Word sur les documents. C'est ça. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Excellente journée. Au revoir.